900 Américains fortunés ont débarqué ce matin à Pointe-à-Pitre. Ils ont donné le coup d'envoi de la saison des croisières. 300 000 visiteurs sont attendus cette année. La Guadeloupe se donne à fond pour garder cette manne touristique. Et la région et la ville de Bemao organisent la première édition du rendez-vous de l'insertion, de l'emploi et de l'entrepreneuriat le jeudi 27 au WTC. Les partenaires de l'opération entendent faire de celui-ci un rendez-vous concret pour aider les jeunes à trouver du boulot. Et elle se prépare à remonter la lagune de Venise pour la compétition Vogalonga. Des femmes en rémission du cancer se sont adonnées à la pratique du kayak pour être prêtes pour le jour J. L'une d'entre elles a accepté de nous parler de son combat. Mylène Vildina est notre invitée ce soir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Près de 900 touristes américains ont débarqué ce matin au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. Ils sont à bord du Viking Star, le premier navire de croisière de la saison qui a pris le départ à New York. L'événement est de taille. L'arrivée de ce paquebot dans nos eaux a nécessité près de 4 ans de négociations. Résultat, il fera 13 escales cette saison avec la Guadeloupe comme unique escale française. Reportage Linda Kayarsi. 228 mètres de long, 930 passagers, des cabines toutes dotées de balcons, l'élégant Viking Star est le premier navire de croisière de la saison. Alors, le Viking Star est un tout nouveau navire qui est sorti des chantiers l'année dernière, en 2015. Donc, il a été élu en 2016 meilleur navire de croisière au monde. Ce qu'il faut savoir, c'est une clientèle très haut de gamme qui est à bord. Le prix moyen, le premier prix de la croisière à bord est de 3 000 $. Donc, c'est des gens qui ont des moyens extrêmement importants. Et nous avons la chance, après 4 ans de démarche, qu'ils fassent escale chez nous. Partis de New York, les passagers de ce bateau 5 étoiles ont fait pour la première fois escale en Guadeloupe, la seule escale française. Vous savez, avant la Guadeloupe, j'ai déjà visité 4 îles. La Guadeloupe est très grande et la préservation de la nature est incroyable. Les excursions sont vraiment fabuleuses et j'ai remarqué que les gens ont l'air d'avoir une bonne condition de vie. Ici, cela semble être plutôt confortable. Pour cette escale inaugurale, l'objectif du comité des îles de Guadeloupe est clairement affiché, séduire ses passagers en dégustation et en musique. La croisière est un vecteur extrêmement important parce que c'est ce qui montre le dynamisme d'une destination touristique comme la nôtre. Cette saison, nous devrions atteindre les 301 000 passagers, toutes destinations confondues. On attend à Pointe-à-Pitre 104 escales de navires, 47 au Saintes, 7 à Des et 3 à Marie-Galante, ce qui montre aussi la diversité des escales que nous proposons sur l'ensemble de l'archipel, avec tout type de navire. Alors ce matin, nous avons un navire de 930 passagers, mais quand la saison va démarrer de manière très importante à partir du mois de décembre, ce sont des navires de 2500, 3000, 3500 passagers qui seront acquis à Pointe-à-Pitre. Hormis le Viking Star, 3 autres paquebots feront une escale inaugurale. Le Manshift 5 en novembre et le Thompson Discovery et le Seven Seas Explorer en décembre prochain. Comment mieux vivre pendant et après un cancer? À l'occasion d'Octobre Rose, les coiffeurs étaient invités à prodiguer conseils, astuces aux femmes confrontées à la maladie. Linda Kayarsi a assisté à ces échanges qui se sont déroulés dans les locaux d'une enseigne de cosmétiques à Petit-Pérou-Abîme. On regarde son reportage. Chaque année, le mois d'octobre est un mois un peu particulier pour les coiffeurs. Qui dit cancer du sein dit femme, et qui de mieux placé qu'un coiffeur pour propager le message auprès de sa clientèle. C'est donc tout naturellement que ces coiffeurs se mobilisent pour sensibiliser leurs clientes vis-à-vis de ce malheur qui chaque année atteint de nombreuses femmes dans le monde. La cliente, quand elle vient, si elle nous annonce qu'elle a cette maladie, si elle a les cheveux longs, avant qu'elle ne commence la chimio, on lui propose de réduire ses cheveux, c'est-à-dire de couper les cheveux. Si elle est d'accord, sinon on prépare parce qu'elle va perdre ses cheveux, donc lui proposer de couper les cheveux, de faire une coupe assez courte. Comme ça, quand elle perdra ses cheveux, il n'y aura pas de souci parce qu'elle aura déjà les cheveux. Enfin, il n'y aura pas de souci. C'est un peu difficile parce que c'est la beauté de la femme, d'abord les cheveux. Quelques petites animations bien pensées, ateliers de coiffage, maquillage, marie-tête, permettront de sensibiliser un maximum de personnes, mais surtout d'aider bon nombre de femmes à surmonter le cancer. Être à l'écoute, conseiller pour les cheveux et suivre la cliente, c'est-à-dire être en contact, ne pas attendre qu'elle guérisse et qu'elle revienne. Non, on peut continuer cette relation avec la cliente, c'est-à-dire si elle ne vient pas parce qu'elle se fait soigner, de lui envoyer un SMS
l'appeler, lui dire mais on peut te faire un massage quand même. Être à l'écoute, lui offrir une perruque aussi. Le 30 octobre prochain, nouveau rendez-vous, une journée bien-être et soins de soi. Les bénéfices de cette journée seront intégralement reversés au comité Guadeloupe de la Ligue nationale contre le cancer. Et des femmes en rémission du cancer ont choisi le sport pour se sentir mieux. Mylène, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Mylène Vildina. Alors, vous faites partie de ces femmes qui ont choisi de pratiquer une activité sportive et de relever des défis pour se sentir mieux, sans négliger bien sûr votre beauté. On regarde d'ailleurs le reportage de Nathalie Dinan et de Karen Diamin qui ont suivi lors de vos entraînements, parce que vous allez participer à la Vogalonga, une randonnée qui rassemble tous les rameurs d'Europe. On regarde tout de suite ce reportage. Je vais mettre donc un petit parcours. Je vais mettre deux bouées. Ce sont des bouées jaunes et noires qui sont debout. Et donc vous allez faire les 8 au niveau des bouées. Comme ça leur... La team Weni Winé se prépare à son entraînement de kayak. Ces sportifs du samedi ont une particularité. Elles sont en rémission du cancer du sein. Notre activité principale, c'est le kayak. Et il était bien dit par les spécialistes, les médecins, que le kayak proposait un mouvement, un geste thérapeutique qui favorisait la mise en route, la remise en route de la circulation lymphatique et sanguine et d'une manière générale d'un état de santé beaucoup amélioré. Depuis 2012, l'association invite les femmes à partager cette activité. Elles arrivent le matin à 9 h au centre Voile 44 à Goyave. Elles se mettent en tenue et préparent leur matériel. Mais avant de s'élancer sur l'eau, un réveil musculaire est indispensable. Une préparation à la Vogalonga, un défi auquel elles participent avec beaucoup de plaisir. Elles ont adhéré tout de suite. Et il nous a semblé, au fur et à mesure, que ce qui était aussi très important pour une remise en forme psychique beaucoup plus avancée, beaucoup plus dynamique, il nous a paru important d'aller à Venise à la rencontre d'autres personnes remises du cancer du sein, le dimanche de Pentecôte, où la ville de Venise propose la lagune au bateau à rame, exclusivement. Ces forçats de la pagaie s'entraînent tous les samedis, motivés par l'envie d'être ensemble, de partager et de se soutenir. Ça nous demande une préparation très rigoureuse, très assidue dans l'apprentissage et dans la conservation de la mise en forme. Et nous avons Venise 2017 en point de mire qui nous motive pour venir tous les samedis matin ramer à Goyave. C'est des mains qu'à Fontoche, la devise de ces dames. Au milieu de la nature, elles se régénèrent. Elles emmagasinent le maximum d'énergie et de plaisir pour aller de l'avant. Mylène, vous êtes prête à relever le défi? Toujours. Mars 2017, c'est bientôt? Tout à fait, tout à fait. C'est en juin 2017. On part en Italie. D'accord, revenons un peu sur cette période. Il y a 8 ans, vous avez appris que vous étiez atteinte d'un cancer. Comment vous avez vécu cette nouvelle? C'était pas une bonne nouvelle. C'était un 1er avril 2008. C'était un samedi. Et puis, je l'ai pris. J'ai été le lundi chez le médecin avec mon frère. Et après, bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, tout en disant qu'il faut avoir la guérison. Et je suis partie pour pouvoir me guérir, en fait. Vous étiez dans quel état d'esprit à ce moment-là? Combattante? J'ai caché un peu par rapport à mes enfants. Mais moi, comme j'ai vu que j'avais un enfant de 5 ans et demi qui avait 6 ans, et de 17 ans, moi, je ne voulais pas mourir. Alors bon, j'étais déjà partie en avant pour pouvoir me guérir. Certains affirment que le cancer a été en tout cas l'occasion d'une renaissance. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Mais justement, parce que pour se guérir, il faut renaître. Et moi, je dis que c'était une épreuve qui était assez dure, mais voilà, c'est passé, on a passé le cap. J'ai su recommencer à vivre par rapport à ce cancer. Et moi, je dis que bon, je l'ai eu.
c'est vrai, j'ai fait ce qu'il y a à faire, maintenant il est parti. Maintenant c'est ma vie, je suis honnête maintenant de notre vie de jeune fille, je vais dire, avec mes 2 enfants, et je suis très très bien comme ça, et je vis après le cancer maintenant. Qu'est-ce que ça a changé justement pour vous, cette épreuve-là? Justement, vous avez changé certaines choses dans votre mode de vie? Question parce que voilà, j'avais ma vie, mais là maintenant, je vis autrement. J'essaie de montrer justement aux autres comment il faut faire pour pouvoir aller un peu plus loin. On vit après le cancer. On vit plus avec ce cancer, on vit après le cancer. Vos priorités ont changé, par exemple? Votre mode de vie, votre alimentation? Je vais dire que oui et non, parce que ce que j'ai fait, c'est vrai que j'ai essayé d'anticiper pour pouvoir aller plus loin. Certes, mais simplement, il ne faut pas mettre trop à côté ce qu'on a vécu aussi dans la vie. Mais on a eu une maladie, on a vécu cette maladie, on vit autrement. Pour moi, vivre autrement, ça veut dire faire du sport, aider aux autres et faire autre chose. Comme je suis entrée avec l'association Winnie Winnie, c'était ma 2e famille, c'est ma 2e famille. Maintenant, je vis après le cancer. Je suis là, c'est pour pouvoir démontrer après le cancer, voilà. Et ça fait 8 ans maintenant. Et Mylène, vous serez le porte-drapeau d'une grande marche qui aura lieu le 30 octobre prochain à Pointe-à-Pitre. Expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer ce jour-là. Voilà, c'est vrai, le 30, on a décidé de faire cette marche. C'est justement ça, parce qu'on parle beaucoup de cancer. Vous voyez, on parle beaucoup de cancer. Cancer égale mort. Non, on est là, l'association maintenant la met en avant, la vie après le cancer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du kayak. Déjà, c'était pour pouvoir nous aider aussi par rapport aux bras et tout ça, nous donner un peu plus de forme, et on marche. Voilà, et là on va démontrer dans la rue avec Akio, avec Antoine Labajotte, avec Tati Amboise qui va nous faire rire, tout ça pour pouvoir montrer aux gens qu'on a la collaboration avec d'autres personnes pour pouvoir aller plus loin dans la vie. Et les Guadeloupéens, justement, sont invités à prendre part à cette marche. Je crois que les tickets sont disponibles dans les 3 stations Vito. Oui, on va trouver les t-shirts chez les Vito Dampierre, Vito Anquetil et Vito Moudong au prix de 5 €. Et il y aura aussi des t-shirts sur place, des casquettes. On aura des choses à donner aussi, à vendre plus ou moins, et pour que les gens puissent venir participer. Mais ce sera une bonne matinée pour démontrer qu'après la vie, et après le cancer, il y a une belle vie qui nous attend, et de montrer, quelle que soit la maladie, parce que nous on dit le cancer, mais quelle que soit la maladie, pour dire qu'on y va, on ne reste pas couché, même si la personne ne peut pas marcher, en quelque sorte, mais simplement que la personne puisse connaître des choses pour pouvoir aller plus loin dans sa maladie, en fait. Mylène, quel message que vous auriez aimé transmettre ce soir à des femmes qui sont ou seront confrontées à la maladie? Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que c'est difficile l'annonce, mais comme je dis, on est là, c'est l'association, on est là pour démontrer la preuve, je suis là. Qu'est-ce que je veux démontrer? Ça veut dire qu'on se soigne. C'est vrai, il faut se soigner. Il y a des choses à faire. Même en se soignant, on peut faire du sport, simplement avec l'avis des médecins. Et si je suis là, c'est qu'il y a une vie. Alors moi, je dis à ces femmes de se protéger, de faire ce qu'il y a à faire, mais aussi qu'après le cancer, n'oubliez pas, vous n'allez pas mourir. On va mourir parce que tout le monde on va mourir, mais pas comme ça, pas n'importe comment. Après le cancer, il y a une vie, elle est belle. On est là pour ça, on va vous démontrer. Mylène Fildina, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Autre sujet d'actualité, le problème de l'eau n'est toujours pas réglé à Capesterre-Belle-Eau. La situation aurait même empiré avec de nombreux sabotages sur le réseau, de quoi alimenter la colère des riverains, des sections les plus touchées. Reportage Moïse Dexter, Patrick Curie et Nathalie Dinan. On regarde. De plus en plus de voix s'élèvent concernant le problème de l'eau à Capesterre. Le collectif Routier Fond Cacao, qui pendant 2 jours a manifesté son ras-le-bol en érigeant des barrages sur la voie publique, n'avait qu'une seule requête, de l'eau pour tous, de façon équitable. Nous avons vu ce problème grandir lors du passage de la compétence du SIAC vers la CSBT. Et depuis 4 ou 5 mois, il y a encore un stade encore plus problématique de la distribution d'eau sur tout le secteur et Fond Cacao qui se trouve un peu plus bas. Donc concrètement, ça se passe comment? C'est que nous avons des coupures de 3-4 jours dans certains secteurs, 2-3 semaines dans d'autres, de l'eau qui revient en pleine nuit, 1 h du matin, donc imaginez la situation. Et il y a certains secteurs où ça peut aller jusqu'à 2-3 semaines sans une goutte d'eau. Les personnes qui sont concernées par la gestion, qui n'ont pas l'air de vraiment saisir le poids du problème,
Donc nous avons quand même déjà fait pas mal de sollicitations. Donc ce que nous faisons, c'est d'essayer d'interpeller toutes ces personnes. Et maintenant, comme ces personnes n'ont pas l'air de nous entendre, nous sommes passés par le préfet. Par la suite, nous allons continuer à interpeller toutes les personnes concernées par la gestion, et afin de voir si nous arrivons à sortir nos populations de ce problème. Il pleut. Une vraie aubaine pour cette mère de famille qui tente de récupérer un peu d'eau pour effectuer ses tâches ménagères. Malheureusement, une averse de courte durée, pas de quoi laver une vaisselle. Alors elle charge les bidons dans le coffre et part chercher de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau, alors je suis obligée d'aller récupérer un peu d'eau pour mettre à manger sous le feu. Et comme il y a les enfants qui se douchent, il n'y a pas de l'eau pour se doucher, pour rien quoi. Et puis là, je viens d'acheter de l'eau pour boire. Et pour utiliser, pour le faire la lessive, c'est de l'eau de puits ou bien de l'eau de rivière. C'est pas facile quoi. Moralement, ça va pas et on peut pas gérer ça. Et on ne peut rien faire, on attend. Et ça fait très longtemps qu'on attend. C'est une situation insoutenable depuis 2 semaines. À la recherche du liquide précieux chez les parents, les amis, une organisation, un système D, loin d'être évident. Et un idée m'a dit, comme j'avais des linges à laver, j'ai pris de l'eau. La pluie tombait et j'ai ramassé de l'eau en ce moment. Et après, comme l'eau est venue un moment, et puis j'ai fait ramasser de l'eau. J'avais des bouteilles de 5 litres, je les ai ramassées, et puis j'ai des seaux, je les ai remplis. Alors donc c'était un stock de l'eau. Là c'est presque fini, là c'est mon cousin qui a pris les petits bouteilles de 5 litres, et ils ont parti avec moi pour amener de l'eau pour moi. Mais jusqu'à maintenant, jamais de l'eau, on n'a jamais encore vu de l'eau. Le collectif se dit coincé dans un conflit économique et politique qui empêche de trouver une solution à ce problème. Cependant, pour les membres, la coupe vide, ce n'est plus possible. Ils sont prêts à intensifier le mouvement et à l'étendre sur l'ensemble de la Guadeloupe. Et le GTG est toujours mobilisé à Basse-Terre. De nombreux services municipaux sont toujours fermés, notamment ceux de la mairie et de la police municipale. Va-t-on vers un durcissement du conflit? L'éclairage de Patrick Curie, de Moïse Dexter et de Nathalie Dinan. 8 jours que les agents communaux de la ville de Basse-Terre affiliés à l'UTC-UGTG sont mobilisés devant les portes de la mairie. Ils réclament le respect des protocoles signés, mais aussi... Il faut savoir que depuis octobre 2015, nous commençons à travailler avec Mampancha. Là, nous avons signé un protocole, mais le protocole là, ça n'a pas qu'à respecter. Donc, jeudi jour, nous décidons de mettre en route. Mais là, nous bloquons en l'air ce qui est le régime indemnitaire. Donc, c'est là, il n'y a pas qu'à attendre pour il a dit nous comme ça que ouais, il ne peut pas faire rien, bon, nous, mais il faut savoir le régime indemnitaire. Depuis 2012, il a doué nous en l'air. Donc, et avant 2017, il faut absolument qu'il règle la situation là, ça bon, nous basse. Beaucoup de points de revendication sont en suspens. Sur 13 points, seuls 4 ont été actés. Outini, par exemple, des gens qui ont moins de 20 heures, des gens à 15 heures toujours. Alors que depuis en 2009, nous avons un protocole entre LKP et TKD, pas censé ni ces gens encore à moins de 15 heures dans les collectivités. Tini aussi, ça a créé les conditions de travail qui ne sont pas réunies. Et Tini aussi, par exemple, le manque d'effectifs dans les différents secteurs où ces travailleurs-là ont souffert parce qu'ils ont le travail, des arrêts de maladie qui ont tombé, mais comme j'ai tellement réduit au niveau du personnel, ce qui fait que c'est là qui a continué à travailler, qui a continué à souffrir. Et là, il n'y a pas de rien si ça, parce que pour lui, nous demander travail, il faut nous faire travail. Même si les agents sont déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention de leurs revendications, ils ne souhaitent pas revivre la même situation qu'à Capesterre-Belle-Eau. Restez sur ATV Guadeloupe, nous verrons dans quelques minutes que notre archipel constitue un laboratoire de formation pratique pour une centaine d'enseignants venus de toutes les régions de France. Et puis votre hommage au chantre de la musique traditionnelle, Daniel Forestal, qui nous a quittés hier. C'est le rendez-vous de l'insertion, de l'emploi et de l'entrepreneuriat voulu et organisé par la région Guadeloupe en partenariat avec la ville de Bemao et le réseau Jeunesse Outre-mer. Il aura lieu ce jeudi 27 octobre au WTC de Jarry de 9h à 21h. Les principaux partenaires ont organisé une conférence de presse pour présenter la manifestation ce matin. Reportage Isabelle Hameau. On ne peut pas dire que l'insertion, l'emploi et l'entrepreneuriat ne fassent pas partie des préoccupations des collectivités. La première édition du rendez-vous de jeudi sur cette thématique a été présentée à la presse aujourd'hui, non pas dans l'idée de mettre en place un énième forum, mais de toucher un public suffisamment large, selon le maire de Bemao. Ce n'est pas, je dirais, une messe de plus, ce n'est pas une rencontre de plus, parce que là, il y aura des actions concrètes. Nous avons nos partenaires qui vont jouer le jeu.
que ce soit les partenaires institutionnels, que ce soit les partenaires acteurs de l'emploi et que ce soit également les chefs d'entreprise. Ils sont là tous pour pouvoir jouer le jeu, pour pouvoir accompagner les jeunes. Il s'agit surtout de démontrer aux jeunes qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs panels. C'est vrai que les collectivités aujourd'hui, nous avons un certain nombre de difficultés et nous permettons à nos jeunes de découvrir qu'il y a d'autres ouvertures et notamment l'une des principales possibilités, c'est que le jeune lui-même puisse pouvoir créer sa propre activité. Cette journée se déroulera autour de stands d'information, de recrutement, mais aussi d'ateliers d'accompagnement. L'intérêt est de mettre en relation les jeunes diplômés ou futurs chefs d'entreprise avec les entreprises d'insertion. Un rendez-vous qui tombera au moment où la ministre du Travail visitera le département. Former, c'est bien, insérer, c'est mieux. Et donc effectivement, avec Myriam El Khomri, eh bien, nous parlerons d'insertion professionnelle. Et d'ailleurs, c'est véritablement, je dirais, comment dirais-je, un leitmotiv de la région, cette insertion professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont formés, diplômés et qui ne trouvent pas d'emploi. D'ailleurs, le schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche eh bien, a pour but de mettre en place des formations qui répondent au bassin d'emploi dans lequel se déroulent les formations. La Guadeloupe est-elle en mesure d'offrir de réelles opportunités aux jeunes chefs d'entreprise? Une problématique à laquelle de nombreux intervenants tenteront d'y répondre jeudi au rendez-vous de l'insertion et de l'emploi. 150 enseignants en provenance de toutes les régions de France sont de passage chez nous pour suivre une formation sur les richesses de notre archipel. Géologie, transition énergétique, de nombreux thèmes scientifiques sont abordés et encadrés par des universitaires et enseignants du CIRAD à Petit-Bourg. Le reportage est signé Isabelle Hameau. Ces enseignants des sciences de la nature sont venus explorer sur le terrain les objets qu'ils enseignent régulièrement à leurs élèves. Ils viennent de différentes régions de France et pour eux, certaines productions agricoles comme la banane leur paraît parfois surprenant. C'est une filière, faut le dire honnêtement, métropole qu'on connaît pratiquement pas ou très mal. Des process comme par exemple la fabrication des purs jus de banane sont tombés au baccalauréat il y a 2 ans en métropole. Voilà, il y a eu un sujet dessus. Donc voilà, nos élèves sont confrontés à ce genre de situation où on leur donne un exemple provenant de Guadeloupe, alors que finalement, nous-mêmes, on n'était pas trop au courant de ce qui se faisait. Donc finalement, venir voir sur place ce qui s'y passe, venir voir sur place comment finalement la filière banane essaye de passer d'une agriculture qui a été beaucoup chargée en pesticides à une agriculture moins polluante. Pour nous, c'est quelque chose de très intéressant de voir comment se fait ce processus d'évolution. Des exemples qui pourront transférer aux élèves de manière pédagogique, dans la mesure où l'enseignement des sciences évolue vite. C'est un programme scolaire en phase avec la recherche. On introduit des notions qui ont été découvertes il y a 10, 15 ans, 20 ans, donc qui finalement est un délai extrêmement court entre finalement ce qui a été découvert dans l'enseignement supérieur par la recherche et qui va être transféré dans l'enseignement secondaire. Et donc nous, en fait, on est aussi très avides, très demandeurs de tous les documents qu'on va nous proposer, qu'on nous propose. Et à partir de ces documents, on pourra faire travailler nos élèves. Ce professeur vient de Haute-Savoie à Annecy, une région où il n'existe pas de plantation de bananes, mais où il est tout aussi intéressant de l'enseigner, au même titre que les champs de blé. Et nous partons maintenant pour la Martinique, où les élus des communes du Nord se sont réunis ce matin au Marigot pour s'accorder sur la mise en place d'un plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne, le premier du genre en Martinique. Les détails de Louis Sabas. Un robinet qui ne fonctionne qu'avec une pince. Cette semaine-là, c'est ça. Des murs nus, attaqués par l'humidité et quasiment pas d'assainissement. Depuis plus de 20 ans, Eddy, par manque de moyens, ne peut que constater la dégradation de son domicile. Ce couple et ses 6 enfants habitent dans un logement dit indigne. Ce père de famille s'inquiète, la maison se dégrade comme l'état de santé de sa famille. Ma femme a fait beaucoup d'allergies cet an dernier. Elle a fait beaucoup d'allergies et même il y a encore deux enfants qui font de l'allergie. Il y a beaucoup d'humidité et c'est pourquoi j'ai fait la demande pour habiter.
Il y a un an, il a sollicité la municipalité dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne. Au Marigot, plus de 50 logements de ce type sont recensés. Un véritable casse-tête juridique pour le premier magistrat de la commune du Nord-Atlantique qui tente tout de même de venir en aide aux familles en difficulté. Quelqu'un qui n'a pas de titre de propriété eh bien, ne peut pas obtenir de financement, ne peut pas obtenir d'aide parce que tant qu'on n'a pas un titre de propriété, les collectivités, les organismes d'État qui doivent intervenir ne peuvent pas intervenir. Et il y a lieu pour les maires eh bien, de s'occuper, de se pencher là-dessus et de voir si juridiquement on peut trouver des méthodes. Moi, en ce moment, je délivre des autorisations comme cela, mais je ne suis pas tout à fait dans les règles quand je le fais. Dans cette lutte contre l'habitat indigne, c'est toute la communauté d'agglomération Pays Nord Martinique qui retrousse ses manches. 18 communes en tout qui lancent le premier PILI, le plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne. Son comité de pilotage a été mis en place cet après-midi au Marigot. Il s'agit de faire disparaître le millier de logements potentiellement indignes du Cap Nord. Municipalités et État travailleront de concert. Nous avons une loi qui s'appelle la loi insalubre, la loi Letchimi. Cependant, la loi ne suffit pas. Il faut avoir les moyens pour sortir ces personnes dans cette misère, dans cette pauvreté, dans ces logements qui représentent un danger réel pour elles. L'État peut participer à 80%, ce n'est qu'un engagement. La participation de l'État, c'est une participation d'accompagnement dans un premier temps, pour effectivement faire en sorte que ce plan puisse sortir de terre, qu'on puisse regarder comment, déjà faire le diagnostic initial de la situation, c'est-à-dire savoir si oui ou non il y a de l'habitat insalubre, où est-ce qu'il est, comment, quelles sont les causes de cet habitat insalubre, et donc à partir de là, essayer de travailler à trouver des solutions. Cap Nord veut servir de locomotive pour les autres communautés d'agglomération dans la lutte contre l'habitat indigne en Martinique. Les premières opérations devraient débuter dès l'année prochaine. Et retour chez nous en Guadeloupe où ce mois d'octobre est aussi synonyme de voyage, plus précisément au cœur des cultures créoles. Depuis le 13 octobre et ce jusqu'à la fin du mois, le festival Bleu Outre-mer se tient au Mémorial Act à Pointe-à-Pitre. Cynthia Fibel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes chargée de la programmation du Mémorial Act. Alors c'est la première édition de ce festival, Festival Bleu Outre-mer, un projet soutenu par le ministère des Outre-mer. Quelle est sa vocation première? Alors sa vocation première, en fait, comme elle l'indique, c'est vraiment de couvrir en fait les cultures créoles, en fait avec cette ambition justement de faire dialoguer les océans. Pour la première édition, on retrouve essentiellement la Guadeloupe et la Martinique, mais il y avait un vrai parti pris justement de commencer à inscrire le nom de ce festival sur le territoire de Guadeloupe. Et pour la deuxième année, l'idée c'est vraiment d'inviter la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane. On a le sentiment que les débuts sont assez timides, que le festival draine peu de monde. En vérité, il a aussi une faible capacité d'accueil. Alors, il y a plusieurs axes en fait, à mettre en perspective en fait, pour ça, puisque c'est un festival qui touche différents publics. Par exemple, vous avez effectivement une jauge de 276 places au sein du mémorial, mais le festival, en fait, nous l'accueillons dans le cadre de notre politique en fait, d'accompagnement de projets, comme on accompagne par exemple le festival du piano. Mais il y a aussi d'autres rendez-vous. Il y a des rendez-vous dans les écoles. Il y avait un rendez-vous avec Winnie Kaona, par exemple, dans les écoles. Là, on est vraiment sur un tout petit public. Il y a un travail vraiment de conscience, j'ai envie de dire, de valorisation. Exactement, de valorisation, en tout cas, de la vie culturelle en Guadeloupe et surtout des artistes. Donc, au-delà de ça, il y a aussi par exemple le 30. Vous avez reçu tout à l'heure l'association Winnie. Exactement. Donc pour cet Octobre Rose, le festival Bleu Outre-mer est partenaire de cette marche et de cette marche symbolique et de cette marche d'engagement aussi. Et là, vous verrez, il y aura beaucoup plus de monde, puisque l'idée, en fait, c'est de vraiment faire un appel à la population, puisque cette marche part de la ville de Pointe-à-Pitre devant la mairie à 7 h, et il y aura une halte au Mémorial Act à 9 h. Finalement, ce festival s'adresse principalement aux Guadeloupéens. Il n'a rien à voir avec le festival Guadeloupe qui était financé par la région. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout la même ambition. Je pense que le festival Guadeloupe était un petit peu plus généraliste et couvrait, je veux dire, une musique beaucoup plus large. Là, en fait, il y a un travail qui est double. C'est un travail, en fait, de visibilité des cultures créoles, certes, mais comme je le disais, un travail de valorisation, un travail de transmission, un travail avec différents publics. Et
on va de la petite jauge à la grande jauge, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut très bien s'adresser dans le cadre de masterclass à une trentaine de personnes et dans le cadre de la marche à une centaine, 200, 300, 400, 1000 personnes. Dans le cadre, par exemple, des contes, il y a des rendez-vous autour des contes. Là, c'est des centaines d'élèves qui seront concernés. Aussi partenaire, le conseil départemental avec Prantiban-la-Cizé. Là aussi, on sait qu'on peut drainer plus de 500 à 600 personnes selon les lieux. Alors là, vu juste derrière vous, de nombreux artistes ont été invités. On a vu François Ladrezo, Michel Mado, mais également la nouvelle génération, Nefta Poetri, le pianiste-chanteur Grégory Privat. Ils rencontreront tous, enfin, ils l'ont déjà rencontré d'ailleurs, le parrain de cette année, Jacob Desvarieux. Comment s'est passée cette rencontre? Alors, comme je vous disais, par rapport à cette politique d'accompagnement, l'idée, c'était vraiment, parce que le festival a son identité, elle a été mise en place par deux associations, donc Poémark et Adactum. Nous, rentrant dans notre ligne éditoriale, on se dit, mais c'est exactement au cœur de cette question de la valorisation et de la mémoire que se trouve aussi, en tout cas, la ligne éditoriale du Mémorial Act. Et nous avons travaillé avec eux, effectivement, à une rencontre avec le parrain qui se voulait comme une masterclass. En général, sur une masterclass, on va trouver une vingtaine de personnes, une trentaine, une cinquantaine. Là, on avait à peu près 138 personnes sur cette idée de comment traverser une œuvre ensemble, comment, en fait, deux générations pouvaient se rencontrer. Ce collectif, d'ailleurs qui n'est pas vraiment un collectif, mais qui est un groupe en fait qui s'appelle le Hank Music. Comment ils pouvaient rencontrer en fait quelqu'un comme Jacob Desvarieux qui a justement parcouru tous ces océans, qui a fait pratiquement le tour du monde avec la richesse de son expérience. C'était voilà deux générations qui se rencontraient et le public en fait était aussi participant de cette rencontre-là. On n'était pas fondamentalement dans un concert, ils pouvaient poser des questions. En dehors de Cassav, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos albums solo? La jeune génération, il les a accompagnés aussi sur des lignes musicales. On était vraiment dans une énergie un peu comme si on était dans un studio et qu'on partageait un temps de création avec eux. Donc c'est vraiment un festival de création, un festival aussi qui met l'accent sur la transdisciplinarité, puisque souvent on peut retrouver un festival de jazz, un festival de blues, un festival de gros cas. Là, en fait, on a tous ces gens qui se rencontrent, puisque ça fait fondamentalement partie justement des héritages afro-caribéens et du dialogue des diasporas. Donc, c'est ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous, je dirais, transdisciplinaire, auquel qu'on vit ce voyage dans les cultures créoles, avec plusieurs rendez-vous. Cynthia Fibel, pour ceux qui ont envie justement de participer, d'entendre ce spectacle, quels sont les temps forts à venir? Parce qu'il a déjà commencé ce festival. Il a commencé et donc je suis là aussi parce que les prochains temps forts ont lieu au Mémorial Act. Donc le 27, on a vraiment deux artistes extraordinaires. C'est un duo qui s'appelle Luminescence, puisqu'il y a un album qui est sorti, Luminescence, et c'est lumineux vraiment au sens d'un jazz où il y a un piano et une percussion en fait. Donc on a Grégory Privat pour la Martinique au piano et Sonny Troupé donc au Ka. Et là, c'est vraiment une rencontre en fait poétique entre le Ka et le piano, avec aussi ce Grégory Privat qui rentre dans une transe extraordinaire sur le piano. Sonny Troupé, on ne le présente plus. Donc ce sont vraiment deux jeunes qui, je dirais, ils parcourent les scènes jazz du monde. Ils sont jazz sous les pommiers, ils sont vraiment sur les scènes jazz européennes. Et vraiment notre appel pour la population, c'est vraiment... Vous faisiez référence à cette jauge de 276 places. J'ose croire que sur plus de 400 000 habitants, il y aura quand même 276 personnes qui vont répondre et venir applaudir aussi cette jeunesse qui se lève. Parce que souvent, on parle de violence, justement. Et cette association qui met en place ce projet, ce sont des jeunes, justement, des jeunes qui ont pris la valeur de cette culture guadeloupéenne et de cette culture en partage avec la Caraïbe. Et c'est ce à quoi j'invite la population réellement. Allez dès aujourd'hui sur le site du Mémorial Act, sur le Facebook du Festival Bleu Outre-mer, prenez les informations, la billetterie, je ne sais pas si je peux les citer, mais sur allball.com. Voilà. C'est vraiment, il faut se saisir aujourd'hui, parce que, enfin, quand je pense à des personnes comme Vélo, enfin, je sais que je suis née aux Abîmes, quand j'étais toute petite, j'ai vu Vélo avant sa mort jouer sur les places, et aujourd'hui, en fait, on parle de Vélo, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encensé comme il se devait, des gens comme Mona, etc. Et donc, il y a trop d'exemples comme ça dans des gens comme Accident. Enfin, il y a vraiment trop de personnes et d'artistes
Et je pense que c'est bien d'écouter la musique internationale, il faut se tenir, je veux dire, au son du monde. Mais il est important aussi pour notre jeunesse de comprendre que voilà, des Grégory Privat, des Sony Troupé, qu'ils existent, Michel de les connaître, Madot. de les écouter, de les soutenir. Exactement. Merci Cynthia Fibel d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, on continue avec cette page culture, place au théâtre maintenant. Une cinquantaine de lycéens guyanais assistent à la représentation de Chevelure, une pièce de théâtre inspirée de la nouvelle de Guy de Maupassant. Et montée par la compagnie La Lasson, je ne sais pas si vous le connaissez. On regarde le reportage d'Elsa Gonzalez d'ATV Guyane. Dès les premières scènes de la pièce, les réactions du public se font sentir. Un public âgé entre 15 et 18 ans qui semble avoir été un peu surpris par certaines scènes. Ce qui m'a choqué, c'est le fait de se mettre nu devant les gens comme ça. Mais bon, après, je pense que pour eux, c'est naturel. Enfin, ils sont à l'aise, quoi. Mais... Et pour toi? Moi, j'ai adoré. J'aimerais être à leur place parce que c'est, comment dire, génial. Tout au long de la pièce, les histoires s'enchaînent mais ne se ressemblent. Des années 70 à aujourd'hui, en passant par la période d'après-guerre, de nombreux sujets sont abordés. L'homosexualité, la violence, la maladie, l'amour. Ces histoires entre réalité et fiction sont l'objet d'un long travail de récolte et d'écriture. Inspirée par la nouvelle de Maupassant, Chevelure, cette compagnie de théâtre rend compte de tout ce qui peut se cacher derrière le cheveu. Il y a 100 000 histoires qui se cachent derrière cette chose qui est très quotidienne, le cheveu en fait. Je me suis dit on pouvait parler de beaucoup de thématiques, que ce soit de l'identité, du fantasme, de la violence, de l'appartenance à un groupe. Et vraiment, on s'est dit on peut vraiment écrire plein de choses. En partant du tout petit, du quotidien, on tire le fil et il y a plein d'histoires qui sortent de tout ça en fait. Une telle pièce est l'occasion pour ces élèves de l'option théâtre en section littéraire de se familiariser avec le jeu d'acteur et la scène. Un apprentissage indispensable dans l'enseignement de cette discipline. Ça fait partie de notre enseignement. Ici, on a la chance d'avoir la compagnie Kasenko, la scène Coco-Lampou, et du coup, l'option théâtre va voir absolument tous les spectacles qui auront lieu cette année. Voilà, là, c'était le spectacle d'ouverture. Je pense que ça leur a plu, vu les applaudissements, et je pense que là, ils vont en tirer vraiment aussi quelque chose pour leur apprentissage. Cette pièce marque le lancement de la saison théâtrale de Kasenko. Les premières représentations se sont déroulées dans des salons de coiffure de Saint-Laurent-du-Maroni pour finir ici, sur les scènes du théâtre, au camp de la transportation. Daniel Forestal est décédé ce week-end à l'âge de 83 ans. De nombreux artistes et hommes politiques lui ont rendu hommage. Ils ont souligné surtout ses qualités de pédagogue. L'auteur de La prière de l'esclave, qui décrivent avec humour l'arrivée d'un bateau américain dans Pointe-à-Pitre sur un rythme de calypso, restera dans les mémoires comme l'inspirateur de nombreux artistes. On peut citer Tania Saint-Val, Dominique Zorro-Babel et bien d'autres talents actuels. Moïse Dexter et Patrick Curie ont promené leur micro. On vous écoute. C'était quelqu'un qui était musicien et après je sais qu'il s'est converti en évangéliste. C'est un grand musicien, c'est un bouc de cachet de bébé, il fait prier des esclaves, c'est un chamonté et tout le monde. C'est un vaillant bouc. L'entendre moi monsieur, entre les magalant l'entendre moi monsieur, ça, il faut la mort, c'est son bouc à un certain âge. Je connais monsieur, mais je ne peux pas dire grand chose. Je connais depuis qu'il a été cavendique, côté bataille. Quelqu'un qui l'a accroché à un certain moment sur Goyave, et puis je marchais sous la plage, mais c'était quelqu'un de très sympa. Mais c'était un chanteur, il est très apprécié quoi. Depuis. J'ai plus rien à reprocher parce que c'était quelqu'un qui amenait des idées. Il ne pouvait pas s'en passer de la jeunesse, il me parlait tous les jours de la jeunesse sous la plage de Saint-Clair-Goyave, et puis que son âme se repose en paix, quoi. J'ai un grand musicien, même dans les forêts, qui ont des esclaves, ouais. Oui, je suis de KPC aussi, donc je dis aux membres de sa famille, qu'est-ce que je peux leur dire? Je leur dirai de condoléances à toute la famille. Oui, en fait, de quoi je voulais le Pérou réveil parce qu'en tout monde, il était presque le même côté que moi. Parce que moi, depuis ma castrie, ma mathéis, c'était famille. Et
D'ailleurs, pour ça, c'est tout le monde au bout. Chaque jour, je la fais sans faiblesse. Donc, malheureusement, j'ai entendu sa mort. C'est quelqu'un que j'aimais bien, surtout quand il chantait. Oh, tu es belle auto. Oh, belle, petite belle madame. Toute une belle voiture là. Toute une belle madame. Ils font un robinet pour la Guadeloupe au niveau de chanson. Ça, depuis que j'ai un petit bout de connaître lui, il toujours fait un pays là vibrer de la musique. C'est quelqu'un qui l'a rendu service à beaucoup d'artistes en Guadeloupe. J'espère qu'ils vont reconnaître, qu'ils feront quelque chose après. Je n'ai connu de la vie que Et place aux informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain face à la mairie de Port-Louis de 8h30 à 13h. Et enfin, ATV, je vous rappelle, s'est associé à l'association Médecins sans frontières dans le cadre d'une grande collecte destinée à financer un hôpital pour les grands brûlés à Haïti. Vous pouvez continuer à donner vos dons en appelant au 0596 37 99 96 ou si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site touspourhaïti.msf.fr. Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer aussi un email à rédaction@atv.gp. Nous ferons un plaisir de réceptionner vos informations les plus indiscrètes également. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.